La salle était silencieuse, à l'exception d'un tapotement presque imperceptible. Tape, tape, tape. Le son d'un seul doigt frappant sur du bois poli. De l'autre côté de la table se tenait le général Volkov, le principal négociateur de l'ennemi. Un homme qui feignait l'ennui mieux que quiconque que j'avais jamais analysé. Je me penchai vers la figure imposante à mes côtés, le général Thorne, mon officier supérieur, un homme dont la présence emplissait n'importe quelle pièce où il entrait. « Monsieur, restez calme », murmurai-je, ma voix à peine audible. « Il y a une caméra cachée dans votre délégation. » L'ennemi envoie un signal à son agent en ce moment, même pour vérifier sa transmission. Les yeux du général Thorne, semblables à des éclats de glace arctique, ne s'hilèrent même pas en direction de Volkov. Il ne montra aucune surprise, seulement une concentration terrifiante et maîtrisée. Au lieu de cela, son regard se déplaça avec une lenteur glaçante, semblant aspirer l'air de la pièce. Sa tête pivota à droite, passant à côté de moi, pour se poser sur la seule personne censée être intouchable. Mon frère Marc, la star diplomatique célébrée, qui portait son charisme comme un bouclier. Le sourire confiant de Marc vacilla, puis s'effaça complètement. Un masque de pure terreur remplaça son assurance lorsqu'il comprit enfin, pour lui, ce jugement tombé de nulle part. Mais le premier mouvement avait été effectué des heures plus tôt. Lors d'un petit déjeuner diplomatique destiné à célébrer sa carrière, la salle bourdonnait de voix importantes, toutes gravitant autour de mon frère. Il tenait court, bien sûr, s'imprégnant de l'admiration avec l'aisance de quelqu'un qui n'a jamais connu autre chose que la première place. Il me repéra en train de parler avec un jeune diplomate et s'approcha nonchalamment. « Et voici ma petite sœur, Agne », annonça Marc. Sa voix retentissante, empreinte d'une affection condescendante audible par toute la table. Elle a le travail le plus important de tous, prendre des notes et essayer de suivre. Les rires polis et dédaigneux qui suivirent étaient un son que je connaissais bien. C'était l'écho de chaque dîner de famille, de chaque fête, de chaque moment où mes propres réussites discrètes étaient éclipsées par ces triomphes éclatants. Je ressentis la chaleur familière de l'humiliation, mais mon visage resta un masque neutre, une compétence que j'avais perfectionnée par nécessité. Mes yeux se tournèrent vers le général Thorne, qui observait l'échange. Il ne laissait rien paraître, mais je vis un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Marc pensait qu'il lançait juste une autre plaisanterie désinvolte à mes dépens. Il ne comprenait pas que, dans notre monde, on n'appelle pas une cryptanalyste senior une secrétaire. On ne minimise pas un agent de renseignement intégré dans une salle remplie d'adversaires. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était une violation catastrophique de la sécurité opérationnelle. Il gloussa, me reléguant au rang de secrétaire familial. Il n'avait aucune idée qu'il venait de démontrer son incompétence tactique à l'homme qui validait mes rapports SIGINT. Pour comprendre comment l'arrogance de mon frère est devenue la clé de sa propre chute, il faut comprendre les deux mondes dans lesquels j'étais forcée de vivre, pour ma famille. Ma vie était un fait établi, une histoire calme, prévisible et totalement banale qu'ils avaient écrite pour moi. Mon monde, tel qu'ils le voyaient, était petit et sûr, un fond gris pâle pour le chef-d'œuvre vibrant qu'était l'existence de mon frère. Cette fiction n'était jamais plus réelle pour eux que la nuit où ils célébrèrent la nomination de Marc à la délégation de paix. Nous étions dans un restaurant chic et guindé, du genre avec des nappes blanches et des serveurs qui se déplaçaient comme des fantômes. Mon père, un ambassadeur à la retraite nommé Arthur, qui voyait ses enfants non comme des personnes, mais comme des extensions de son propre héritage, se leva pour porter un toast. Sa voix, entraînée par des décennies de prise de parole en public, emplit la salle privée. « Ah, Marc, t'en a-t-il » Ses yeux brillants d'une fierté que je n'avais jamais vue dirigés vers moi, un leader né, suivant la tradition de notre famille, façonnant déjà la politique étrangère à son âge. Il ne se contente pas d'assister à l'histoire, il la façonne. Nous sommes si fiers. Le petit groupe d'amis de la famille applaudit, leur visage reflétant l'adoration de mon père. Marc, assis en bout de table, offrit un hochement de tête, humble et maîtrisé. Il était le soleil, et nous n'étions tous que des planètes prises dans son orbite magnifique. Je ressentis la pression familière de devoir contribuer, de prouver que j'étais plus qu'un simple satellite. Pendant un instant, je trouvai une petite ouverture dans la conversation. « C'est incroyable. Marc, dis-je, ma voix paraissant faible dans l'air lourd. J'ai aussi une nouvelle. Je viens d'être assignée à une nouvelle task force antiterroriste à la NSC. » La table se tut pendant un instant. Tous les regards étaient sur moi. Je vis une lueur,
de quelque chose dans les yeux de Marc. Pas de la fierté, mais de l'agacement d'avoir vu la lumière braquer sur moi, même pour une seconde. Mon père se contenta de sourire, un sourire placide et dédaigneux, et tendit la main à travers la table pour tapoter la mienne. Le geste semblait aimable, mais on aurait dit qu'il caressait un chien. C'est merveilleux. Ma chère, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. Je suis sûre que tes compétences organisationnelles seront un grand atout pour eux. Tenir les choses en ordre est un travail si important. Et juste comme ça, c'était fini. Ma mission top secrète, à haut risque. Le couronnement d'années de travail acharné et de nuits blanches fut réduite à du classement. Le registre interne de mon esprit feuilleta ses pages. C'était la même tape sur la main que j'avais reçue quand mon projet de robotique avait remporté la foire scientifique de l'État. Le lendemain du jour où l'équipe de football de Marc avait gagné un tournoi local mineur, c'était le même sourire dédaigneux que j'avais reçu quand j'avais obtenu une bourse académique complète. Pendant que mes parents contractaient une deuxième hypothèque pour acheter une nouvelle décapotable à Marc pour ses 18 ans, la conversation revint immédiatement au glorieux avenir de Marc. Et je me fondis de nouveau dans le décor. Plus tard ce soir-là, ma mère. Eleanor, une femme qui croyait que la paix familiale valait n'importe quel prix, surtout le mien, me trouva sur la terrasse. Elle avait cet air inquiet et apaisant sur le visage. « Anya, tu sais comment est ton père ?» commença-t-elle. Sa voix comme une douce excuse. « Il est juste tellement excité pour Marc. Ton frère, il porte tant de responsabilités en étant sous les projecteurs comme ça. C'est beaucoup de pression. » Je fixais les lumières de la ville, mon expression soigneusement neutre. Je savais ce qui allait suivre. C'était le même discours que j'avais entendu 100 fois auparavant. Ton travail, eh bien, il est plus sûr, n'est-ce pas, plus stable. En coulisses, continua-t-elle, complètement inconsciente. Il a besoin de notre soutien. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de le soutenir. Elle le croyait vraiment. Dans son esprit, ma vie était un travail de bureau tranquille de 9 à 5, sans stress ni conséquences. Un havre de paix. Elle n'avait aucune idée de la réalité. Et d'une certaine manière, son ignorance était une insulte plus profonde que le rejet ouvert de mon père. Cela effaçait non seulement mes accomplissements, mais aussi le danger auquel je faisais face chaque jour. Il vivait dans une illusion confortable, et ma réalité était trop gênante pour être reconnue. Cette illusion aurait été risible si elle n'avait pas été si dangereuse, l'image de ma vie. Sûre, selon ma mère, était à des années-lumière de l'endroit où je passais réellement mes journées. Mon bureau n'était pas un bureau, c'était un sesquif, une installation d'information compartimentée sensible, à formide. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de chaise confortable, juste le bourdonnement constant des serveurs et l'éclat bleu-froid d'un mur d'écran. C'est là que je prenais des notes. Mes notes étaient des signaux cryptés, des transmissions en micro-rafales d'agents hostiles. Et les fantômes numériques des ennemis de notre nation, cette semaine-là, pendant que ma famille planifiait le dîner de célébration de Marc, je chassais. Mes yeux parcouraient des lignes de données brutes, un langage que seules quelques rares personnes dans le monde pouvaient lire. Puis je le vis, une faille minuscule, presque imperceptible, dans une transmission d'une cible de grande valeur. J'isolais le signal. Son indicatif, Helios. Je parlais dans mon casque, ma voix plate et professionnelle. Mon chef de section, un homme qui faisait plus confiance aux données qu'aux gens, apparut derrière moi. Il utilise une clé de chiffrement obsolète. C'est une erreur de niveau B. C'est bâclé. Je fis une pause, mes doigts volant sur le clavier, faisant apparaître des fichiers croisés. Soit il est compromis, soit il pense que nous ne regardons pas. Mon chef se pencha, ses yeux fixés sur mon écran. L'air dans la pièce était chargé d'une tension silencieuse. Ce n'était pas une question d'organisation. Une seule erreur de ma part pouvait coûter des vies. « Qui est Helios ?» demanda mon chef, sa voix comme un grognement sourd. Je fis apparaître le dossier des actifs. Il fait partie de l'équipe de prédélégation pour les pourparlers de paix, dis-je, et le sang dans mes veines se glaça. Mon chef hocha la tête sombrement, les pièces s'assemblant pour lui, tout comme pour moi. Beau travail, Agne, dit-il. Il ne tapota pas ma main, il ne m'appela pas. Ma chère, il dit simplement, marquez-le pour une surveillance de niveau 3. Vous prenez la tête de cette opération. Je n'étais pas une note de bas de page. Je n'étais pas une assistante dans ce monde. Mon vrai monde. J'étais une chasseuse d'espions. Pendant des années, j'avais essayé de parler leur langage de distinction et de reconnaissance publique, mais ils ne respectaient que l'apparence du pouvoir.
C'est alors que je réalisai que je devais arrêter de parler et commencer à écouter, car la vérité ne se dit pas dans les discours, elle se révèle dans les signaux. Après le rejet public de mon frère à mon égard au petit déjeuner, quelque chose en moi changea. La douleur sourde et familière d'être invisible pendant 20 ans commença à s'aiguiser. Se cristallisant en un point clair et dur de clarté, ce n'était plus une question de drame familial ou de rivalité fraternelle, ma chasse de longue date pour la taupe. Surnommé Elio, et l'arrogance étouffante de mon frère occupait désormais exactement le même espace. Le registre émotionnel de 1000 affronts se ferma et un registre professionnel s'ouvrit. Ce n'était plus un problème personnel, c'était une opération de contre-espionnage, et j'avais une menace à neutraliser. Ma réponse ne serait pas une explosion émotionnelle, ce serait une exécution calme et méthodique du protocole. Je passais les heures suivantes dans mon espace de travail sécurisé, non pas à ruminer ma colère, mais à fabriquer une arme déguisée en un rapport de renseignement standard. Le titre était délibérément aride, une analyse des schémas de communication non verbale et des négociations hostiles. Je le remplis d'un langage académique dense. Mais enfoui profondément dans l'annexe C se trouvait une courte section détaillée sur l'utilisation historique de la dactylologie. La communication par tapotement et le signalement percussif dans les communications secrètes, c'était une miette. Une information spécifique conçue pour préparer le général Thorne à voir ce que je voulais qu'il voie. L'étape suivante était la confirmation. Je trouvais l'aide de camp du général Thorne, un colonel perspicace avec qui j'avais travaillé sur une opération précédente, près de la salle de briefing. Je gardais ma voix basse et formelle. « Colonel, conformément au protocole 7 Delta concernant les menaces internes potentielles, j'ai besoin d'une confirmation. » Il croisa mon regard, son expression sérieuse. Il savait que ce n'était pas une demande anodine. Tous les membres de la délégation ont-ils subi le dernier balayage de contre-surveillance? Il hocha la tête. Ce matin, tout le monde est clean. Je soutins son regard, insistant un peu plus. Et des dispositifs électroniques non standards ont-ils été enregistrés sur la personne de M. Davis lors de ce balayage? C'est alors que sa posture changea, ses yeux se plissèrent légèrement. Il sortit une tablette sécurisée, son poussé parcourant un journal classifié. Il resta silencieux un long moment avant de lever les yeux vers moi. « Un objet », dit-il. Sa voix désormais presque un murmure, une épingle de revers personnalisée, répertoriée dans sa déclaration personnelle comme un cadeau. Ce n'est pas un équipement gouvernemental standard. Il n'eut pas besoin d'en dire plus. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Un cadeau électronique non standard. Sur un homme dont je connaissais trop bien l'imprudence, c'était la dernière pièce du puzzle. Le piège était maintenant armé et prêt à être déclenché. Les invitations pour la table de négociation avaient été envoyées. Les balayages de sécurité étaient terminés. Mon frère entra dans cette pièce en se sentant comme un roi, prêt à offrir une performance. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans mon théâtre, selon mes termes, et l'acte final était écrit dans un langage qu'il ne pouvait pas lire. Nous prîmes nos places dans la salle de négociation principale, une pièce qui semblait gémir sous le poids de l'histoire forgée entre ses murs. Des drapeaux polis montaient une garde silencieuse dans les coins, et la longue table sombre ressemblait plus à un hôtel qu'à un meuble. Je m'assis à ma chaise désignée, légèrement en arrière, et sur le côté du général Thorne et de mon frère, la preneuse de notes fidèle à l'ombre des géants. De mon point de vue, je pouvais voir mes parents dans la galerie des dignitaires. Ma mère serrait son sac à main, son visage un masque d'excitation nerveuse, tandis que mon père rayonnait, sa posture irradiant, une fierté possessive envers son fils, le fils qui allait entrer dans l'histoire. Marc croisa mon regard par-dessus l'épaule du général. Il me fit un sourire narquois et articula lentement les mots, avec une clarté exagérée. « Prends. Bien. Des notes. » C'était son dernier coup arrogant, un ultime rappel de ma place dans son monde. Je lui adressai un petit hochement de tête, à peine perceptible, mon expression indéchiffrable, qu'il pense que je prenais des notes sur les débats. Mon véritable objectif était 100 fois plus important. Les pourparlers commencèrent, avec le général Volkov discourant sur les droits territoriaux historiques et les sanctions. Ces mots n'étaient pour moi qu'un bruit de fond, un bourdonnement monotone. Je n'écoutais pas sa bouche. Je regardais ses mains. Sa main gauche reposait parfaitement immobile sur la table, mais l'index de sa main droite avait commencé un rythme subtil, presque imperceptible, contre le bois. Tape, 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 tape.
C'était si faible que n'importe qui d'autre l'aurait considéré comme un tic nerveux, une habitude inconsciente. Mais j'avais passé des centaines d'heures à étudier ces schémas, ces signes, ces moindres signaux subtils. Ce n'était pas un tic, c'était un langage. La séquence se répéta, lente et délibérée. Mon esprit la traduisit instantanément, les points étirés formant des lettres aussi clairement que s'il les avait criées. C-A-M-E-P-A-S-D-E. S-I-G-N-A-L. Il parlait à son agent, ici même dans cette pièce, lui disant que la transmission vidéo était coupée. A-U-D-I-O-K. L'audio fonctionnait toujours. Et puis vint l'instruction finale, cruciale. Veuillez Sylvie. E-P-I-N-G-L. Mon cœur battait contre mes côtes. Un rythme régulier et contrôlé. Le piège était déclenché. Mes mouvements étaient calmes, mesurés. Je pris mon stylo, celui que Marc croyait destiné à retranscrire des discours diplomatiques ennuyeux. Sur une page vierge de mon carnet, en lettres majuscules soignées, j'écrivis les mots qui feraient s'effondrer le monde de mon frère. Monsieur Volkov tapoté en morse. Message, caméra sans signal. Vérifier épingle. La taupe que je suspecte porte la caméra. Il s'agit de Marc. Je ne levai pas les yeux. Je ne montrai pas la moindre trace d'émotion. Je me contentais de faire glisser le carnet sur la table devant le général Thorne, le plaçant juste à côté de ses propres documents classifiés. Il ne me regarda pas. Ses yeux tombèrent nonchalamment sur la page, comme s'il consultait simplement son propre agenda. Je regardais son regard parcourir les mots. Sa posture ne changea pas, ses mains ne bougèrent pas, mais une immobilité terrifiante l'envahit. L'air autour de lui devint 10 degrés plus froid. Il ne regarda pas Volkov, il n'arrêta pas les débats. Il se contenta de tourner lentement la tête, son regard de général 4 étoiles, chargé de toute l'autorité du gouvernement des États-Unis, se posa directement sur mon frère. Marc était encore baigné dans l'éclat de sa propre importance. Mais il sentit le poids de ce regard. Il se tourna vers l'orateur et vit le général le fixer, confus. Ses yeux passèrent du visage impassible de Thorne au mien. Il vit mon expression calme et savante, et à cet instant, la vérité le frappa comme un coup physique. Le sang se retira de son visage, laissant sa peau d'un blanc pâle et maladif. L'assurance arrogante disparut, remplacée par le regard sauvage et acculé d'un animal. Une panique pure et sans mélange prit le dessus. Sa main vola à sa poitrine, ses doigts agrippant l'épingle de revers sur sa veste de costume. Ce geste était son aveu complet. Le général Thorne fit un hochement de tête, presque invisible aux agents postés contre le mur du fond. Ils se déplacèrent avec une efficacité silencieuse et terrifiante, se matérialisant derrière la chaise de Marc comme des ombres se détachant du mur. L'un d'eux se pencha près de lui, sa voix basse mais ferme, coupant à travers le discours monotone. « Monsieur Davy, dit-il, vous devez nous suivre. » La salle entière devint silencieuse comme une tombe. Le général Volkov s'arrêta de parler en plein milieu d'une phrase. Chaque diplomate, chaque aide, chaque traducteur se figea. Dans la galerie, mon père bondit sur ses pieds, son visage écarlate d'indignation. « Quelle était la signification de cette intrusion ?» cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence sépulcral. Le général Thorne se leva lentement à sa pleine hauteur, un monolithe d'autorité froide. Il ne se tourna pas vers mon père, mais vers la salle entière. Pourtant ses mots étaient dirigés comme la balle d'un tireur d'élite. « Ambassadeur, dit-il, sa voix calme, mais portant un tranchant indéniable qui fit taire toute la salle. Votre fils est détenu pour suspicion de trahison. » Il marqua une pause, laissant le mot planer dans l'air, lourd et toxique. « Je vous suggère de vous asseoir. » Mon frère passa sa vie entière à façonner une image parfaite. En fin de compte, ce fut un seul geste inconscient qui révéla la vérité qu'il cachait en dessous. Dans les moments qui suivirent l'escorte de mon frère hors de la salle, la chambre de négociation plongea dans un chaos contrôlé. Les voix s'élevèrent. Les délégations se regroupèrent en murmures confus, et l'air crépité d'une énergie de crise qui se déployait. Moi, cependant, j'étais une île silencieuse au milieu de la tempête. Un agent de la sécurité diplomatique apparut à mes côtés et me guida discrètement loin du tumulte. À travers une série de couloirs stériles jusqu'à une salle de débriefing sans fenêtre, la porte se ferme, isolant le monde extérieur. À l'intérieur, m'attendaient le général Thorne et le chef à l'air sombre de la sécurité diplomatique. Il n'y avait ni récrimination ni question frénétique. Seulement un silence profond et évaluateur. Le général Thorne le brisa enfin, sa voix basse et posée.
Il me regarda vraiment, pour ce qui semblait être la première fois. Le regard dédaigneux qu'il avait jeté à la preneuse de notes au petit déjeuner avait disparu, remplacé par le regard perçant d'un commandant étudiant, un atout précieux. Votre titre officiel est cryptanalyste senior, correct demanda-t-il. Je hochai simplement la tête, la gorge trop serrée pour parler. Il répondit par un hochement de tête unique et décisif. À compter de ce jour, ce titre est révoqué. Vous êtes ma nouvelle conseillère spéciale pour le contre-espionnage. Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Votre nouvel indicatif est oracle. En disant cela, j'imaginais mes parents escortés hors de la galerie, leur visage un masque public de honte et de confusion bouleversante. Leur fils venait d'être anéanti. 1 an plus tard, le souvenir de cette salle semblait appartenir à une autre vie. Je me tenais à la tête de la lourde table dans la salle de crise de la Maison-Blanche, le sceau emblématique du président des États-Unis sur le mur derrière moi. La pièce était remplie des personnes les plus puissantes du pays, des hommes et des femmes dont les visages étaient connus du monde entier. Et ils me regardaient tous. Je briefais le conseiller à la sécurité nationale sur une menace émergente en Europe de l'Est, ma voix calme et stable, alors que je parcourais des données de renseignements complexes et éparpillées sur la table, dans les mains de généraux, de directeurs et de conseillers, se trouvaient des carnets. Ils prenaient tous des notes sur ce que je disais. Après le briefing, alors que la salle commençait à se vider, le général Thorne marcha avec moi dans le couloir silencieux recouvert de moquettes. Il avait plus de gris aux tempes maintenant, mais ses yeux étaient les mêmes. Il regarda par une fenêtre vers le jardin des roses pendant un moment avant de se tourner vers moi. Votre analyse a empêché un autre incident international. Oracle, dit-il. Ce n'était pas un éloge exubérant, ce n'était pas un toast lors d'un dîner chic, c'était une simple déclaration de fait, prononcée d'un professionnel à un autre, et à cet instant, cela signifiait plus pour moi que tous les compliments creux que ma famille avait jamais donnés à mon frère. C'était ma tribu. Une famille forgée non pas dans le sang ou l'obligation, mais dans la compétence et le respect mutuel. Mon nouveau bureau donnait sur le Potomac, l'eau d'un gris calme et stable la plupart des après-midi. La vie avait trouvé un nouveau rythme, défini par un but et une paix, et non par un besoin désespéré d'approbation. C'est dans ce bureau, tard un jeudi, qu'un courriel arriva. L'expéditeur était ma mère. La ligne d'objet contenait seulement 2 mots. Procès de marque. Je ressentis un étrange détachement en l'ouvrant. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais. Une longue supplication décousue et désespérée, remplie de phrases comme « le bon garçon que je sais qu'il est ». Il s'est juste retrouvé avec les mauvaises personnes. C'était un chef-d'œuvre d'ignorance volontaire, une ultime tentative futile de réécrire une histoire déjà gravée dans la pierre. Elle me demandait de témoigner en sa faveur, de parler de son caractère, d'aider à sauver l'image immaculée qui avait été l'œuvre de leur vie. Je lus l'intégralité du message, chaque dernier mot empreint d'auto-apitoiement, et je ne ressentis rien, pas de colère, pas de montée de pitié, pas même le fantôme de l'ancienne douleur. C'était comme lire une histoire sur des gens que je connaissais il y a très longtemps. Mon registre interne, autrefois débordant d'une vie d'affront, était enfin équilibré. Il était clos. Je déplaçai mon curseur sur le bouton d'archivage et cliquai sans hésiter. Le message disparut. Mon téléphone vibra sur le bureau. Une notification sécurisée du bureau du général Thorne. Un nouveau dossier, une nouvelle mission, m'attendait. Mon travail, ma vraie vie, m'appelait. Ma famille m'a appris que certaines personnes sont nées pour être sous les projecteurs. J'ai appris que les personnes ayant un vrai pouvoir sont celles qui peuvent nager dans l'obscurité. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur à des gens qui refusent de la voir, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre expertise est toujours reconnue.